Gathering Storm, avènement du Primarque, le 3e tome. Et là, justement, on a tout un passage sur les sentiments de Roboute Guilliman. Parce que bien sûr, l'épisode d'avant, on a vu, Roboute Guilliman revient à la ville, sort de son champ de stase, il arrive directement au cœur du combat. Il montre à quel point un Primarque est supérieur en toute chose et il met en déroute toutes les forces du chaos. Eh bien, à un moment donné, il se doit quand même de prendre un peu de temps pour lui. Et c'est ce passage-là. Donc ça commence en nous décrivant Roboute Guilliman qui s'avachit complètement, qui s'effondre sur le trône du Sanctum. Alors bien sûr, avant de faire cette action, il a congédié les gardes d'honneur, les ultramarines, tous les préposés qui sont à son service pour se ménager un instant afin de digérer tout ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est revenu à la vie, depuis qu'il est sorti de son champ de stase, eh bien c'est le moment où il peut un peu se laisser aller et faire tomber le masque. Parce que bien évidemment, il sait pertinemment qu'il a un devoir envers l'Imperium et que ce devoir, il passe par une stature qui est rêvée, qui est fantasmée et qui n'est pas vraiment ce qu'il est lui-même. Ça, c'est un passage qui est vraiment intéressant, c'est de prendre conscience que l'Imperium a besoin d'un Roboute Guilliman qui n'est pas le Roboute Guilliman qu'il est lui-même, ou en tout cas qu'il avait été il y a 10 000 ans. Là maintenant, l'Imperium a besoin d'un sauveur, du fils prodigue de l'empereur qui viendra venger justement les assertions du chaos et puis tous les affronts qui sont faits à l'humanité depuis 10 000 ans. Mais ce n'est pas ce qu'a voulu Roboute Guilliman et ce n'est surtout pas ce que voulait aussi l'empereur à un moment donné. Et en fait, on a tout ce passage-là. Alors dans un premier temps, déjà, quand il est avachi, eh bien, il se serre en fait le poitrail et il sent une douleur très profonde qu'il n'a pas quittée depuis qu'il est revenu à la vie. Et il sait que ce qui lui a permis justement de revenir d'entre les morts, c'est un mécanisme qui agit en fait dans son corps et que il a besoin de cette armure. Il a malheureusement, il est soumis à cette douleur qui ne le quittera pas sur le restant de sa vie. Mais la douleur, c'est vraiment pas ce qui lui pose problème. En fait, depuis qu'il est revenu, eh bien, il a mis à profit d'abord son temps pour organiser la défense, faire fuir le chaos, réorganiser efficacement les défenses des ultramarines, et puis après, prendre connaissance de tous les intervenants, de tous les personnages qui l'entourent au 41e millénaire. Donc bien évidemment, tous les Célestiniens, donc Sainte Célestine, Inquisiteur Greyfax, les Black Templars aussi, les ultramarines, donc avec Marnus Calgar, qui n'est pas mort, bien évidemment, Ageman, Tigurius aussi, évidemment, qui a joué un rôle très important pour le retour de Roboute Guilliman. Et puis aussi, eh bien, d'autres personnes comme Yvraine. Et il a longuement conversé avec eux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que il a utilisé en fait tous ses talents de diplomate pour essayer de donner le change, pour essayer de trouver quelle est la meilleure façon, le meilleur profil pour avoir le plus d'informations possible de ses interlocuteurs et sans jamais en échange lui-même donner des informations. C'est tout l'art de la diplomatie, réussir à récupérer plus que ce que l'on donne. Et a priori, Roboute Guilliman a réussi à avoir toujours ce masque impassible. C'est pour ça que là, à ce moment-là, il est content en fait de le laisser tomber. Il est content d'être un peu lui-même et de ne pas devoir toujours être dans un faux semblant. Et on nous raconte alors tout ce qu'il a appris. Et en fait, chaque chose était horrible pour lui, parce que c'était soit inimaginable, soit horrible, soit effarant, mais en fait, il était à chaque fois abasourdi de toutes les révélations, de tout ce qu'il a appris, de l'évolution de l'Imperium. Mais rendez-vous compte, passer de l'Imperium de la Grande Croisade, qui était une période riche en progrès technologiques, où l'empereur était vivant, où ses frères Primarques marchaient à ses côtés, où l'Imperium dominait la galaxie, à ce qu'on a maintenant, un monde perpétuellement en guerre, où l'humanité n'est que souffrance, ignorance, qui vénère un dieu qui n'est pas un dieu, parce que lui-même sait que l'empereur n'est pas un dieu, et surtout, ce qui est très important, c'est que l'empereur ne voulait pas être adoré comme un dieu. Et encore plus loin, il repense en fait à Horus, et il se dit, mais quelle ironie du sort, Horus a pris les armes contre vous, père, parce qu'en fait il s'adresse un peu à... Il a besoin... Alors en fait on nous le dit, il a besoin d'extérioriser les choses, donc du coup, comme il n'a personne à qui parler, parce qu'il aurait vraiment aimé qu'un de ses frères Primarques soit là pour qu'il puisse le comprendre, mais
tous les post-humains ne sont pas suffisants en fait pour comprendre dans quel état se trouve Roboute Guilliman, parce que aucun n'a vécu justement les heures de la Grande Croisade et le rêve qui en découlait, et justement voir un peu l'Imperium maintenant, c'est très dur pour lui. Donc il parle à voix haute comme ça, et puis il s'adresse à son père, et il dit à Horus, il serait vraiment, il jubilerait de voir ce qui est devenu l'Imperium en fait, parce que justement il s'est rebellé contre l'assertion que l'empereur voulait devenir un dieu. C'est ce qui a emmené en fait les légions à trahir l'empereur, parce que bien sûr c'est pas ce que recherchait l'Imperium à ce moment donné-là, et finalement c'est l'Imperium, en tout cas les cendres de l'hérésie d'Horus, c'est un Imperium renaissant qui s'est basé sur une déité, l'empereur, pour se reconstruire, et c'est maintenant une religion d'État, une religion qui guide chaque être humain de la galaxie, qui fait partie de l'Imperium, et voilà, et ça en plus on rajoute en fait l'ignorance parce que la technologie maintenant n'est plus recherchée. Ça c'est quelque chose de très effarant pour lui, parce qu'il était dans une ère où le progrès technologique était encouragé. Là maintenant le progrès technologique est craint. On ne cherche pas du tout à faire évoluer les choses, au contraire, on cherche à préserver les choses et que surtout rien ne change. Chaque boulon doit plus être sanctifié avant d'être vissé. Enfin, pour lui, c'est effarant. Et donc, on nous dit que, alors qu'il encaissait comme des boulets de canon, c'est l'expression, chaque révélation, chaque horreur, il essayait toujours de rester impassible et de remercier chaleureusement ses intervenants pour les services rendus à l'empereur, pour leur courage, leur sagacité, leur dévouement, et voilà, en essayant d'apprendre toujours plus d'informations. Alors on décrit la situation, donc il est seul dans le sanctum, le sanctum du maître de chapitre, et puis il regarde un petit peu autour de lui, il se relève, et puis il regarde les parures, donc les broderies qui relatent les exploits passés, enfin des exploits qui pour lui n'ont pas eu lieu, donc pour lui c'est des choses qu'il découvre, et c'est assez intéressant parce qu'il découvre justement les combats contre les Xénos, donc on imagine les tyrannides, parce que Roboute Guilliman ne connaissait pas la menace tyrannide à l'époque de l'hérésie d'Horus, et puis maintenant c'est une menace très présente, son chapitre a été durement touché par les tyrannides, et c'est un mal qui ronge en fait la galaxie, et une force énorme, c'est une menace, on peut pas ignorer la menace des tyrannides. En plus de ça, bien évidemment le chaos a pris une force très grande, et puis autant à une époque on avait juste quelques incursions démoniaques vraiment très très légères, ensuite les légions du chaos, mais c'était un peu circoncis en fait aux légions du chaos, qui ont perverti aussi le Dark Mechanicum, etc. Mais c'était un peu plus contenu, alors que maintenant il y a vraiment l'impression que le chaos est partout, que chaque monde est assailli par des forces du chaos, et que l'humanité n'est que la marionnette en fait des dieux du chaos, et que il joue simplement avec ce qu'il reste en fait de l'Imperium, en se moquant bien justement de ce qui est devenu cet Imperium. Il voit après d'autres broderies, et puis justement encore au-dessus des broderies qui relatent les exploits des ultramarines, une figure assis sur un trône, auréolé d'or, d'énergie, qui diffuse une lumière, et il reconnaît sans doute son père génétique, l'empereur, et ça le dégoûte de voir ça encore une fois, parce que lui est vraiment pas dans cette idée que l'empereur est une déité, et voir ça en fait, devoir supporter ça, c'est quelque chose qui le mine profondément, et en fait il a envie de arracher cette rancure, de déchirer tous ces icônes sacrées, de ravager sa chambre, mais en fait il se contient parce que il ne doit absolument pas montrer aucune trace de faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'il incarne encore une fois l'espoir des ultramarines, l'espoir de l'humanité, et la seule chose auquel ils peuvent se raccrocher. Et en fait, il y a une pensée qui est assez intéressante, c'est qu'il aurait envie justement de tout laisser tomber, de tout détruire. Même à un moment donné, il dit j'aurais préféré mourir plutôt que devoir assister à ça, devoir assister au triomphe au final, à la victoire d'Horus, parce que l'Imperium est devenu ce qu'Horus disait que ça allait devenir. Et
au final, même si Horus a perdu concrètement la guerre, il a gagné spirituellement parce que voilà, l'Imperium est devenu peut-être même encore pire que ce qu'il avait pu décrire dans les pires cauchemars de Robot Gilliman. Donc c'est devoir assister à ça et vivre ça, il trouve ça pire que la mort. Donc il aurait envie, encore une fois, de tout saccager, mais il ne doit pas. Et il se dit, il regarde un peu aussi par la fenêtre et il voit en fait des ultramarines qui se tiennent fièrement sur les remparts, évidemment, parce qu'ils se disent que leur primarque regarde, c'est vrai, le primarque est en train de regarder à la fenêtre, donc voilà, ils se tiennent très fiers et tout, pour montrer un peu toute leur prestance. Et en fait, il pense à eux et il se dit je ne connais aucun de ces combattants, ces ultramarines, ce ne sont pas mes ultramarines, je ne les reconnais pas. Pourtant, ils ont toujours cette envie de se battre, ce courage, cette sagacité, et pourtant, ils n'ont jamais connu les facilités que moi j'ai eues. Bon, alors évidemment, au-delà du fait qu'il est né primarque et que tout était beaucoup plus facile pour un être aussi supérieur que lui, il pense aussi qu'il était dans une époque où les choses étaient plus faciles. Alors que maintenant, pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'Imperium, c'est toujours la misère, la lutte constante, le défi par rapport aux dieux du chaos ou alors aux forces de Xeno, les orques, les tyrannides, les taux aussi, on a dû parler des taux, même si je pense que c'est pas la menace qui passe en priorité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils se disent, ces humains maintenant qui se battent, que ce soit l'Astra Militarum ou les ultramarines, ils se battent alors qu'ils n'ont connu que la misère, que l'horreur, et pourtant, moi, avec tant de facilité, quel droit j'ai en fait de baisser les bras? Pourquoi je devrais me plaindre et m'apitoyer sur mon sort alors que tous ces fils génétiques, même si je ne les reconnais pas, eh bien eux se dressent fièrement. Et dans leur regard, il a pu sentir en fait qu'ils voulaient se battre et qu'il voyait encore une fois en lui un modèle à suivre, et il sait qu'il est un des derniers espoirs de l'humanité pour que l'Imperium triomphe de ses ennemis, de ses nombreux ennemis. Et au final, ça lui donne un peu une sorte d'énergie. Et c'est quelque chose qui est important parce que il sent au fond de lui que l'étincelle de l'espoir n'est pas morte. Elle n'est pas morte chez lui, elle n'est bien sûr pas morte chez ses fils, ses fils génétiques, mais les ultramarines, mais en lui-même, alors qu'à un moment il avait ce moment de doute, cet effarement, eh bien il sent que l'étincelle est toujours là, et en voyant tout ce qui a été accompli et le courage, eh bien ça lui donne une force, et il va commencer à s'appuyer sur cette force-là. Donc il se remet en marche et il commence à cogiter, et puis surtout il pense à quelque chose, il a une information qui est pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais vous le devinez maintenant à l'époque où vous voyez cette vidéo, mais il pense à Belisarius Cawl. Et il sait ce qu'il a accompli sous la surface de Mars, et il sait que c'est un atout, et qu'avec cet atout, il a peut-être encore une chance et qu'il y a encore un espoir. Et cette énergie, ça le galvanise, et du coup, il met de côté la douleur qui est toujours présente. On l'a souvent dans les passages. Il la met de côté, ses peurs et ses craintes, il les met de côté aussi, et il se dit, il y a encore un espoir, je peux être celui qui apportera le changement et qui pourra faire revenir l'Imperium sur les rails du futur qu'il avait imaginé avec l'Empereur. On nous dit bien que Robot Gilliman, à l'époque, c'était sans doute le primarque, c'était même certainement le primarque qui avait le plus d'espoir et le plus de volonté pour l'humanité dans sa globalité, et qui a cherché à la guider sur le sentier d'or, on pourrait dire, un petit clin d'œil, c'est ceux qui savent de quoi je parle. Mais voilà, en tout cas, eh bien, il retrouve un petit peu d'énergie, et il se dit, non, il faut que j'incarne la renaissance en fait de l'Imperium, mais ça va pas être facile. Je m'avance un petit peu, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est comment, dans une époque où on révère l'empereur comme étant un dieu, vous pouvez vous permettre de ne pas trop le révérer, parce qu'en fait c'est ça qui va être tout au cœur de la suite de la régence de Robot Gilliman. C'est que est-ce qu'il va reconnaître le côté divin de l'empereur? Oui, parce que sinon, en fait, que va-t-il se passer si le fils prodigue de l'empereur, un primarque,
ne reconnaît pas la religion impériale. Ah oui, il devient hérétique du coup. L'Inquisition se charge de lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très riche. Et ça, vous voyez, cette pierre angulaire, elle est extrêmement importante pour tout l'avenir du lore de Warhammer 40 000. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant, encore une fois, ce passage-là. C'est qu'on a l'incarnation ultime de ce qu'était l'Imperium, de ce que l'Imperium du 41e millénaire estime être la perfection, qui du coup va être en décalage par rapport à la réalité, par rapport à ce que vit vraiment l'Imperium maintenant, et lui-même, comment va-t-il jongler dans tout ça, parce qu'on imagine bien, mais bon, voilà, bon, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est vraiment intéressant. Et moi, je me suis vraiment, quand j'ai appris qu'il y avait justement le retour de Roboute Guilliman, je me suis dit, mais tiens, ça peut être vraiment intéressant, parce qu'on sait que Roboute Guilliman ne considère pas l'empereur comme un dieu. Ça, c'est une évidence, c'est quelque chose qui a toujours été mis en avant. Là, on n'apprend rien, mais vraiment se dire, est-ce que il va pouvoir s'en sortir? À un moment donné, moi j'avais même pensé qu'il pourrait y avoir une sorte de guerre civile interne à l'Imperium, où on avait d'un côté les ultramarines, justement, qui forcément viendraient s'allier à leur primarque, hein, que je pense que cet amour qu'ils ont pour leur père génétique pourrait supplanter celui qu'ils auraient pour l'Imperium dans sa globalité. Ça paraît assez cohérent. C'est déjà ce qui s'est passé avec les légions. La plupart du temps, quand les légions ont trahi, elles ont suivi leur primarque. Alors, bien sûr, il y a toujours eu des fragments, hein, des légions d'origine qui sont restés fidèles à l'Imperium, ou alors le contraire aussi, même si j'en connais moins. C'est-à-dire des factions qui seraient loyalistes maintenant encore, et peut-être un petit peu chez... Mais encore, non, mais pas si, une petite partie un peu avec les Dark Angels, on va dire, mais c'est très léger. Par contre, c'est quand vous avez lu, bien sûr, hein, dans les Sonophorus, il y avait des factions loyalistes, et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant aussi, hein. Si vous jouez à l'Eris Dorus, moi, c'était mon trip, en tout cas, c'était de jouer Sonophorus, mais en mode loyaliste. Parce que, il y a eu toute une partie qui n'a pas voulu suivre leur primarque. Et là, bon, on imaginait bien, moi j'imaginais bien que ça aurait pu être quelque chose d'assez sympa, avec un Imperium qui serait divisé, mais d'un côté, ça apporterait beaucoup de richesse, parce qu'il y aurait un dynamisme nouveau, parce que on dirait, ok, maintenant le but, c'est le progrès technologique, il faut arrêter d'avoir peur, donc du coup, ça permet des développements technologiques. La technologie, c'est toujours une clé qui permet d'avancer, de débloquer en fait beaucoup d'éléments, surtout dans du narratif science-fiction. Ça peut permettre de faciliter les voyages. On peut, je sais pas, imaginer que on n'a plus besoin de voyager à travers le War. Enfin, bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais ça permet en fait de débloquer des situations qui peuvent être un peu compliquées. Et à l'inverse, avoir un Imperium avec l'Ecclésiarchie qui se concentrerait et qui trouverait que Roboute Guilliman justement est un ennemi à abattre, et qui se concentrerait et qui renforcerait encore plus, qui refermerait la coquille et qui serrerait la vis encore plus sur la foi impériale, et qu'on aurait cet affrontement. Alors, vous le savez, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas la voie qui va être prise par Games Workshop dans le développement, mais j'avoue que moi, quand il y avait cette idée-là, ça m'a bien fait rêver, et je me suis dit ce serait vraiment sympa, et ça ajouterait vraiment une profondeur assez riche. Parce que c'est vrai qu'on a toujours la dualité Imperium, Xeno, Chaos, bon, ok, ça fait un triptyque, mais vraiment toujours ce côté, soit t'es de l'Imperium, soit t'es du Chaos ou un hérétique, et en fait avoir une autre faction qui serait plus positive, qui serait vraiment dans le progrès, qui serait en fait les vrais gentils, en fait. C'est ça l'idée, c'est tu veux les vrais gentils, en fait. Tu veux pas l'Imperium qui est la pire dictature. Ils le disent tout le temps, hein. Des fois, c'est assez amusant, parce qu'on a des gens qui connaissent un peu moins l'univers de Warhammer 40 000 et puis qui découvrent ça et qui font ouais, mais c'est la pire apologie de l'impérialisme, enfin de toutes ces... Je n'ose même pas utiliser les mots de peur d'être bloqué sur YouTube, mais vous voyez, c'est très noir. Et en fait, l'idée, c'est que oui, on le sait, c'est justement le but de Warhammer 40 000, c'est de décrire une dystopie horrible. Le pire régime qu'ait pu connaître l'humanité. Ce n'est absolument pas quelque chose vers lequel on a envie de tendre. Ce n'est pas un idéal, c'est au contraire quelque chose qu'il faut éviter. Et en fait, retrouver cet espoir au sein de Warhammer 40 000 avec tous les partisans de Roboute Guilliman qui iraient vers la lumière, quelque chose de plus positif. Voilà. Bon, après, voilà, je pense qu'il fallait que ça reste un petit peu obscur. Après, vous me direz, oui, mais imagine si l'Imperium, déjà, il était oppressé par le chaos, les Xénos, s'il se divisait, ça aurait été compliqué. Mais en fait, il faut bien se rendre compte
hein, je suis désolé de casser un mythe, mais que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle est l'Imperium, tout continue quand même. Hein, il n'y a jamais eu... Enfin, faut imaginer, hein, la cicatrice Maledictum qui s'ouvre, des mondes qui sont happés dans le Warp, les démons qui peuvent apparaître directement. Il ne doit plus rester grand monde, il doit plus rester grand monde, donc pourtant ils sont encore là, pourtant il se passe encore des choses, les tyrannides qui viennent, les Wagork, etc. Franchement, ça fait longtemps que tout aurait dû péricliter et qu'on serait dans un âge sombre où, voilà. Après, on peut toujours imaginer, oui, mais il y a beaucoup de monde, donc il y a des mondes qui sont encore isolés, qui sont préservés. Certes, ça c'est toujours quelque chose aussi auquel j'ai réfléchi, je me suis dit, mais combien il y a vraiment de mondes qui sont encore préservés, étant donné qu'à partir du moment où vous avez une population assez importante, elle va émettre des pulsations dans le warp et que forcément ça va attirer les démons. Et comme les démons peuvent très facilement se matérialiser, à tel point que, là on va le voir, mais c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue maintenant, mais là on est à une époque où si vous leviez les yeux au ciel et que vous voyez en fait la cicatrice Maledictum, vous pouviez perdre la tête. Et qu'il est, alors techniquement, il est interdit de lever les yeux au ciel et de regarder le ciel. Ça c'est quelque chose qui est très très fort. Je sais plus où c'est, et je sais que maintenant en tout cas on en parle plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose de moderne où on nous dit on n'a plus le droit de regarder on n'a pas le droit de regarder le ciel, mais là c'est vraiment quelque chose qui est présent et qui était très fort en fait. Donc c'est pour ça que je pense que de toute façon ça tient déjà pas la route à partir du moment où la cicatrice Maledictum s'ouvre, même si en effet le petit Belisarius Cawl va nous sortir des petites choses pleines d'espoir aussi, mais ça j'en reparlerai, mais vous voyez c'est quelque chose qui est assez vraiment important, mais c'est pareil sur de toute façon tout le monde le sait, donc je vais le dire sur les primaris qui vont arriver, parce que c'est ça le truc, j'ai pas pu résister, mais c'est vrai que c'est sur les primaris, je trouve que ce qui était vraiment génial dans Gathering Storm, c'est qu'il y avait vraiment cette notion d'espoir incarnée par les primaris. Et ça donnait plein de portes ouvertes. Il y avait les portes, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos spécifiques, mais je pense que c'est quand même le moment, puis j'ai envie d'en reparler. Il y a le fait que Belisarius Cawl a utilisé l'ensemble des gènes disponibles, donc aussi ceux des légions qui ont trahi pour faire des primaris. Et que ces primaris se sont révélés aussi efficaces et aussi loyaux que n'importe quel autre primaris. Et du coup, on aurait pu avoir des primaris génétiquement d'Emperor Children ou d'Iron Warrior ou de Worldbearer, mais loyalistes. Et qui, moi je trouvais que c'était, encore une fois, c'était enrichissant au possible. Parce que imaginez, vous jouez un chapitre Space Marine entièrement primaris qui est issu de la souche génétique de, par exemple, la Death Guard. C'est énorme, parce qu'ils veulent se venger de leur père qui les a trahis. Donc ils sont encore... et il y aurait en plus cette méfiance où on aurait les autres chapitres loyalistes qui seraient en mode « ouais, mais eux, je leur fais pas confiance ». Et puis à l'inverse, d'autres qui seraient en mode « non, au contraire, eux, ils veulent châtier justement ceux qui ont trahi leur gène ». Et en fait, on n'aurait pas le côté juste il y a des gènes gentils, des gènes méchants, et puis voilà, et tout le monde s'affronte, mais on aurait vraiment cet équilibre avec le gène n'est pas bon ou mauvais, c'est juste que est-ce que tu suis ton primarque ou pas. Si tu le fais, eh bien peut-être t'es resté loyaliste, mais aussi peut-être t'as trahi, et peut-être que par loyauté tu aurais dû trahir ton primarque et que ta priorité c'était être loyal à l'Imperium, ou en tout cas peut-être même encore être loyal à une vision de l'Imperium plutôt que l'Imperium actuel, et ça ce serait très très fort. Et voilà, et je pense que moi ça a ouvert vraiment des portes. Ce lore à cette époque-là, il a vraiment ouvert des énormes portes, et force est de constater que maintenant ces portes elles n'ont pas été utilisées, et c'est assez frustrant. Et j'avoue que bon voilà, si je savais aussi, c'est à l'époque quand j'avais lu ça, j'avais imaginé que je ferais cette vidéo, je sais pas, 6-9 ans plus tard, et qu'on serait resté à la même chose, et qu'en fait ça tourne un peu en rond, et que voilà, les choses avancent pas. Vous voyez, c'est pour ça que moi je défends toujours l'idée que j'aime un lore qui avance, un lore avec de l'espoir. Alors peut-être que c'est ma faute de vouloir mettre de l'espoir dans Warhammer 40 000, mais c'est toujours ce qui guide en fait. Moi j'aime bien quand les choses évoluent, j'aime bien quand il y a des personnages majeurs qui meurent. Marnus Calgar, mais il y a un moment donné, quand il se fait tabasser par 5 Terminators ou 8 Terminators d'élite de la Black Legion qui sont en train de tac lui taper dessus, il s'en sort pas.
il prend un coup de massue, son armure, elle est perforée, il tombe à terre. Il y a 8 mecs qui sont en train de taper dessus pendant 5 minutes. Dans quel monde il s'en sort? Dans quel monde il s'en sort? Il se bat contre Abaddon, Dracnier qui est une arme qui, dès qu'elle touche, aspire l'âme du porteur. À quel moment il s'en sort pas alors que ça lui perfore un cœur? Bon, alors après il y avait toujours les gens qui disaient oui mais imagine peut-être qu'en fait l'âme du coup de Marnus Calgar a été aspirée et du coup c'est pas vraiment Marnus Calgar qui est Marnus Calgar et c'est un démon qui se fait passer pour Marnus Calgar. Enfin, il y avait toujours ces choses là. Mais en fait quoi qu'il arrive, vous voyez, je trouve ça triste. En fait, moi, je me retrouve en fait un peu dans le texte de Reboot Gilliman avec moi qui vis 9 ans plus tard le lore de Warhammer 40 000 et qui fait mince. Ça aurait pu être tellement plus... tellement autre chose, d'évoluer, etc. Et de retomber sur, bon, voilà, on en est toujours un peu aux mêmes choses, et chaque nouvelle campagne que je lis, je trouve ça toujours un petit peu décevant. Il y avait vraiment Les Arches Fatidiques. Les Arches Fatidiques, c'est aussi une série que j'ai trouvée vraiment excellente, parce que le retour de Lionel Johnson, des avancées majeures, Armoise, c'était ça, je trouvais ça vraiment très très bon. Mais après, il y a encore des choses, typiquement le retour d'Angron, on le bannit une fois mais il revient direct à cash après. Quel est l'intérêt? Quel est l'enjeu de la bataille si le personnage, enfin vous voyez, c'est le docteur Gang dans Gadget, je sais plus comment ça s'appelle, l'inspecteur Gadget, tu vois, c'est l'ennemi qui s'enfuit toujours, ou c'est je sais plus, dans G.I. Joe, Cobra qui est toujours j'ai été vaincu mais je reviendrai, ou Musclor, et vous avez Skeletor qui est là, j'ai été vaincu mais je reviendrai, en gros, j'ai été vaincu mais je reviendrai. À un moment donné ça a plus de sens, Imaginez un truc très puissant comme Dark, enfin ok, je vais pas prendre Star Wars parce que avec les retours de Palpatine, c'est pas très... Mais vous voyez, c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un moment donné, je comprends les fans de Star Wars qui peuvent dire à un moment ça a plus de saveur parce que toujours le retour du sempiternel. Ah non, Palpatine n'est pas mort en fait, mais rien, t'en en remets et tout. Et les épisodes 7, 8, 9, tu fais... peut-être faut avancer autre chose. Et en fait, faut avoir du courage pour les auteurs, pour les commerciaux. Enfin, en fait, je pense que c'est le marketing qui dirige tout ça, et en fait non, on va pas faire mourir en grand. On lui a fait une figurine, on va pas le faire mourir. Ouais, mais d'accord, mais vu qu'on sait qu'il va pas mourir, qu'il revient tout le temps, quel est l'enjeu de la bataille? Le lion, il va mourir, c'est le lion qui meurt. Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est pareil parce qu'il a eu sa figurine. Donc en fait, c'est un combat final que tout le monde attend. Le lion versus Angron. Bah ouais, mais il peut pas y avoir de gagnant en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Coup de fumée, le gars tombe au fond d'un ravin, il a disparu, mais il revient encore plus fort. Je pense qu'il faut beaucoup de maturité et de courage, et peut-être pas d'actionnaire pour pouvoir avancer dans du lore, et puis être sur une voie où effectivement tu te permets de faire avancer tes histoires, et c'est ce que permettent justement des romans et des choses comme ça. Et là, on va voir avec la suite, mais vraiment ce passage était, pour moi, c'est vraiment une pierre angulaire de peut-être un embranchement qu'il y a eu à une époque. Peut-être que justement, si vous aussi vous avez connu Gathering Storm à l'époque et que vous vous en rappelez avec autant d'amour que ce que moi je peux avoir pour cette partie du lore, c'est peut-être pour ça, pour ce passage, pour les portes ouvertes que ça a pu donner, avec vraiment les choses avancent. T'as rendez-vous, parce que à l'époque, moi j'avais aussi déjà peut-être 12 ou 15 ans de 40K dans les pattes, donc ouais, les choses avancent, tu fais putain. Bon voilà. Bon en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo était un peu moins informative, mais un peu plus réflexion, rétrospective aussi par rapport au chemin parcouru. Vous inquiétez pas, après on retournera dans du Porn Bolter avec Marnus Calgar qui revient, et des Reboot Gilliman, Sainte Célestine, tous les personnages, les guest stars. Des fois j'ai l'impression même que c'est un petit peu genre Expandable. Allez vas-y, tu mets les noms, tac 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 tac. Et j'avoue que en plus là, avec la sortie de Titus 500 World, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, ce que je crains, mais c'est que Titus, ça devienne vraiment la figure de proue de Warhammer 40 000. Parce que autant avant, on avait le Space Marine qui était emblématique de Warhammer, là j'ai l'impression en plus que ce Space Marine maintenant il a un nom, et c'est Titus. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que son lore est incroyable, mais juste parce qu'il a été joué par beaucoup de monde dans Space Marine 2 et que forcément tu vas gagner des sous, donc hop là. Mais bon, après je comprends, faut que les entreprises gagnent de l'argent, voilà, donc je préfère...
Je vends mon âme au diable et je préfère que Games Workshop continue à faire des sous pour continuer d'exister, continuer de faire des histoires, continuer de faire vivre le jeu, l'univers, au détriment des choix voilà, qui sont peut-être un petit peu plus voilà, guidés par autre chose que simplement l'histoire serait mieux. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien, vous voyez toujours cette même histoire. En tout cas, j'ai moi aussi fait évacuer tout ce que j'avais sur le cœur comme Reboot Guilliman, mais je pense que c'était le bon moment avec ce passage-là de ce texte de Gathering Storm. Et puis, je voulais juste terminer avec la phrase « Plus tard viendrait le temps des pleurs, de la raison et des projets. L'heure était à la lutte, et pour les ennemis de son père, de payer pour les atrocités qu'ils avaient infligées à l'Imperium. » Ah oui, puis pensez à vous abonner, à liker, évidemment, les commentaires et tout ça, on n'hésite pas. Je vous ai parlé de Tipeee. Bonjour, vous connaissez, avez-vous entendu parler de Tipeee? Tipeee, ça permet de soutenir tous les créateurs de contenu qui ne pourraient pas vivre sinon, parce que leurs vidéos ne font pas assez de vues, parce qu'ils parlent de choses trop spécifiques, trop dans des niches de niches de niches. Si vous aussi, vous aimez ça malgré tout, eh bien vous pouvez soutenir vos créateurs préférés, vos créatures préférées, des youtubeurs créatures, sur, voilà, vous avez compris, le lien vers Tipeee dans la description de la vidéo, comme toutes les vidéos. Merci à vous, allez bye.